avec tout ce que j'ai découvert, je me suis dit, mais comment ça se fait que tout citoyen, toute citoyenne ne soit pas au courant de ça? Bienvenue dans Oberkaï, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Bonjour et bienvenue sur Oberkaï. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Dessoutter. Bonjour Marine. Bonjour Caroline. Alors, tu es originaire de Lille, tu vis à temps partiel à bord de ton van Simone depuis 1 an et demi environ. Après tes études d'architecture et quelques années chez Leroy Merlin, tu as décidé de tout quitter pour prendre la route et explorer la France pendant 1 an. Tu voulais en apprendre plus sur l'éco-construction, loin des salles des classes, en participant à des chantiers participatifs. De tout ce que tu as appris, tu as créé un jeu qui s'appelle Habitat Heureux. C'est de provoquer la réflexion et la discussion autour de l'éco-construction grâce à des questions. On va bientôt en reparler. Et en plus de ça, tu es membre actif donc de Tuisa et Amo Léger, qu'on a reçu sur le podcast d'ailleurs, et tu animes des ateliers que ce soit à l'université, en entreprise ou pour des particuliers. En parallèle, avec d'autres architectes, tu as monté un collectif qui accompagne les porteurs de projets dans leur habitat écologique. Beaucoup de choses, Marine. Alors aujourd'hui, on va parler des ressources qu'on peut utiliser quand on débute dans l'écohabitat. Et pour rendre ça encore plus intéressant, on va jouer ensemble. Est-ce que t'es OK avec toute cette présentation? Oui, complètement. Elle est complète. Effectivement, ça permet de se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de choses. Mais t'as vu l'ampleur du jeu? En même temps, c'est exactement, et c'est ce que j'apprécie. Mais voilà, et ça va être un plaisir de pouvoir te montrer concrètement à quoi ressemble le jeu. Et en plus de ça, du coup, on a une double surprise pour vous, chers auditeurs, parce que aujourd'hui, je suis pas seule au micro avec Marine. Je suis avec Fred, qui nous a rejoint pour cet épisode un peu spécial. Salut Fred. Bonjour à toutes les deux. Hello. Bonjour Comment Fred. tu vas? Ça va, et vous les filles? Nickel. On est prêts. Super. Bon, bah du coup, on enchaîne après ces présentations. On va quand même faire notre petit jeu brise-glace. Tu nous as préparé 2 affirmations, une vraie, une fausse. Cette fois-ci, je ne suis pas seule à décider, donc c'est bien, on va pouvoir jouer ensemble. Est-ce que tu peux nous les donner et à Fred et moi de trouver la vraie de la fausse? Oui, tout à fait. Alors, les 2 propositions que j'ai préparées, la première, c'est avec la quantité mondiale de béton de ciment qui est produite en 1 minute dans le monde, on peut remplir 10 piscines olympiques. C'est en plus d'actualité. Voilà, exactement. Ok. La deuxième, ouais. Tout à fait, c'est pour avoir un logement sain, il faut qu'à l'intérieur, on ait un taux d'humidité inférieur à 60%. Okay. Waouh. Allez Fred, je te laisse le jeu. Je sais pas pourquoi, je sentais que tu allais m'envoyer la balle. Pour avoir étudié un petit peu le béton ces derniers temps, où justement j'avais fait des recherches, j'aurais dit plutôt le béton qui était vrai et la deuxième du coup qui est fausse. En fait, 60% d'humidité, ça me paraît énorme. Mais là, la deuxième, c'est vraiment, je ne sais pas. Clairement, c'est juste par déduction par rapport au béton parce que je sais que les quantités sont juste énormes. Mais ouais. Et toi, Caro, t'en penses quoi? J'étais un peu sur la même déduction que toi, surtout pour le pourcentage d'humidité qui m'a choqué un peu. Donc, est-ce que du coup, la deuxième est fausse et la première est vraie? Alors oui, c'est exactement yes. ça. Et donc bien joué. En fait, j'avais fait un petit piège dans la deuxième, mais vous n'êtes pas tombé dedans parce qu'effectivement, il y a des bonnes réflexions sur le béton. Pour le taux d'humidité, on doit être à moins de 60%, mais pas seulement, on doit être aussi compris. Le mieux, c'est d'être compris entre 40 et 60. Et souvent, on a en tête que trop d'humidité, c'est mauvais, et on n'a pas forcément en tête que pas assez d'humidité, c'est pas bon non plus pour nos voies respiratoires. Si c'est trop sec, si l'intérieur est trop sec, il y a aussi des problématiques. Donc, c'était la petite subtilité de la deuxième. Et la première, c'est ça, c'est un peu... j'aime bien les cas concrets qui permettent de se rendre compte avec une image mentale ce que ça représente. Et là, je trouvais que effectivement la piscine olympique, c'est parfait pour la situation. Et donc, en 1 minute, avec tout le béton de ciment qui est créé dans le monde, on peut remplir 10 piscines olympiques. C'est bien ça. C'est fou. C'est juste énorme. C'est faux. C'est gigantesque.
Peut-être que du coup, faudrait une image au niveau des JO. Ça fera peut-être réfléchir pas mal de monde au niveau mondial. Oui. Écoute, merci pour cette introduction. Et puis, on va continuer à jouer. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous racontes rapidement un peu l'histoire de cette création de jeu, parce que on l'a dit en introduction, tu as pas mal d'expériences dans divers domaines, divers collectifs, etc. Comment tu as été amenée à créer ce jeu? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Et puis après, je te propose de te laisser carrément la main et de nous faire jouer à ce jeu, Fred et moi. Oui, complètement, avec plaisir. En fait, le jeu, c'est pas du tout quelque chose qui est venu tout de suite. Moi, j'ai mon expérience en tant qu'architecte. J'ai eu envie d'aller vers une construction beaucoup plus durable et beaucoup plus écologique, et je savais pas par quel bout le prendre. Donc, ça a vraiment commencé par là. Je me suis questionnée, j'ai essayé de creuser certains sujets, mais à la fois, j'avais certaines connaissances qui faisaient que, des fois, c'était beaucoup de redites, et en même temps, sur des sujets, je partais de rien. C'est pas des choses qu'on a vues en cours, malheureusement, et donc, je me perdais un peu, et je me rendais compte que ça m'amenait à être un peu plus immobile, à être figée, et à pas savoir par où commencer. Et à un moment, j'ai dit, bon, on va prendre le taureau par les cornes. J'ai démissionné. Je suis partie faire 1 an de chantier participatif en me disant, mais j'ai envie de parler avec ceux qui ont fait, les particuliers qui se sont lancés dans un projet et qui n'ont pas attendu justement d'avoir toutes les connaissances, tous les diplômes, et qui ont dit, avec leur envie de bien faire, on y va. Et j'ai vu des choses incroyables. Donc, ça a vraiment commencé par ça, par cette envie de moi pouvoir après faire des projets, qui étaient cohérents par rapport à mes valeurs écologiques. Et avec tout ce que j'ai découvert, je me suis dit, mais comment ça se fait que tout citoyen, toute citoyenne ne soit pas au courant de ça? Il y a tellement de choses qui sont de la logique et non plus quelque chose d'expert et de professionnel, mais en fait juste une envie d'avoir un logement sain, confortable et respectueux de l'environnement. Et c'est là où il y a eu plein de cheminements après entre deux, mais le jeu m'a paru le bon outil, à la fois pour les professionnels justement qui ne savaient pas par où commencer ou qui voulaient continuer à se mettre à jour sur ce qui se peut se faire ou les normes qu'il peut y avoir, et le particulier qui, lui, ça peut avoir un impact au quotidien sur son habitat, parce qu'on va parler d'aménagement, on va parler de mobilier, on va parler d'isolation, on va parler de grosses œuvres, de construction, de rénovation. Donc en fait, peu importe la phase du projet, et même si on n'a pas, parce qu'on passe 80% de notre temps en intérieur, donc ça permet aussi d'avoir un outil qui va réveiller un petit peu les consciences et dire, ah tiens, même sur ça, assez facilement, je peux avoir un impact. Donc voilà un peu comment est venue l'idée du jeu. Et aussi, le dernier élément qui me semble évident, tu as parlé des collectifs dont je fais partie, et où quand on parle des chantiers participatifs, l'élément commun, c'est le collectif. C'est se dire qu'en fait, avec l'intelligence collective, on peut aller beaucoup plus loin. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est pas forcément d'avoir la réponse, l'expertise, comme je disais, mais d'avoir tout le cheminement pour pouvoir le reproduire sur d'autres questions et d'autres réflexions. D'amener la réflexion, ouais, complètement. Complètement. Merci beaucoup. Et c'est super que tu aies eu l'occasion et que tu aies eu cette ouverture de créer ça. Donc, merci pour ça aussi, quoi. C'est aussi une des missions qu'on porte avec Fred. Donc, on est complètement alignés, en tout cas, je pense, avec ce que tu viens de nous évoquer. Je te laisse la main. C'est toi qui as le flambeau, là. On est un peu sur les JO, du coup, je te laisse le flambeau. La flamme est à toi. Tu lances le jeu comme tu le sens. Super, c'est parti. Donc le jeu Habitat Heureux, pour un peu resituer aussi pour les auditeurs et auditrices, c'est un jeu assez compact, un jeu de cartes de 75 questions, et qui va permettre de se poser pas mal de questions. C'est en coopératif. Et il va y avoir tout un jeu avec les bonnes réponses, les mauvaises réponses. Et comme je disais, on va embrasser énormément de notions, énormément de références pour avancer ensemble sur un habitat plus heureux et plus durable. Il est entièrement fabriqué en France aussi. Ça a été une grosse contrainte, ça c'est sûr, mais c'était pour moi évident de vouloir le faire de cette façon. Et donc, je vous propose de commencer. À l'intérieur du jeu, on a 2 cartes qui vont permettre de faire un plateau. D'accord. Donc, on va les mettre côte à côte et on va avoir des numéros de 0 à 9. C'est un peu comme un sablier, en fait. C'est un peu notre temps. On sait qu'on va faire 9 questions dans une partie,
qu'on va avancer le petit pion à chaque fois pour savoir où on en est. Et le but de faire 9 questions, c'est de pas, il y en a quand même plusieurs qui vont dire on a envie de lire les 75 questions d'un coup. Une fois qu'on a le nez dedans, on a envie de continuer. Mais pour être sûr de pouvoir mémoriser aussi ce qu'on voit, de pouvoir timer un petit peu le temps que ça va prendre. Une partie, c'est en général 30 à 40 minutes. Et ben, on a ce petit sablier à côté qui est matérialisé par ce plateau où on va avancer de case en case. Génial. Quand on a une bonne réponse, ça va être 5 points. Donc, j'espère que vous aurez plein de points. Et une mauvaise réponse, ça va être moins un point. Mais il va y avoir des petites subtilités pour gagner des points. On va voir ça aussi ensuite. Et pour gagner la partie, il faut au moins 20 points. Et on verra à la fin du jeu où vous en êtes sur le podium. Connaissant Caro, il y a certainement ce côté compète qui ressort un petit peu. Et là, on est en team, donc ça devrait le faire, hein, Caro? Bien sûr, ça va le faire, bien sûr. Super. Et bien, c'est ça qui est super aussi, c'est effectivement, vous êtes en team. Donc le but, ça va être de discuter, d'échanger, de pas juste me donner une réponse, mais de se poser aussi des questions sur pourquoi cette réponse-là. Et ben il y a ce côté un peu de challenge. En fait, on va avoir soit la paille de bronze, soit la paille d'argent, soit la paille d'or à la fin du jeu. Donc plus vous avez de points, plus vous êtes haut sur le podium. On vise la paille d'or. Parfait. Allez, c'est parti. On commence par la question 1, résultat. La question 1, c'est quel isolant est fabriqué grâce à une matière première qui est récoltée sans couper les végétaux qui la produisent? Est-ce que c'est le panneau de liège? Est-ce que c'est la laine de bois? Ou est-ce que c'est le béton de chanvre? Donc, pour reformuler, quel isolant on peut récupérer sans devoir abattre les végétaux, en fait, qui produisent cette matière première? Je vous laisse parler entre vous et me proposer une réponse. Alors Fred, je compte sur toi parce que je crois que tu as fait des recherches sur le liège récemment. Moi, j'ai fait le chanvre. J'ai fait le chanvre aussi. C'est le chanvre qui m'est venu en premier. Je sais que c'est une plante, mais par contre, j'ai aucune idée si elle est... c'était quoi le mot exact? Coupée, tu vois? Je pense que j'ai un gros doute, mais je sais que oui, parce je pense aussi ça paraît très logique. Et justement, elle est pour plein d'utilisations. Et d'ailleurs, j'ai appris que c'est utilisé aussi dans le secteur de l'automobile, dans les voitures. Oui. Certaines parties du chanvre, donc elle est recyclable sur tous les aspects en fait, et aussi pour l'isolant évidemment. Donc elle est utilisée dans beaucoup de différents secteurs, c'est vrai. Donc en fait, je l'éliminerai. C'est ça. Ouais. Parfait. Vous êtes raccord, super. Il reste pas de liège ou laine de bois. Et là, je l'ai survolé le liège, donc je pourrais pas te dire. Je suis en pleine recherche justement actuellement pour un nouvel article qui devrait sortir prochainement, mais c'est pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Par élimination, je dirais quand même que la réponse c'est le panneau de liège. Et la laine de bois, je dirais que à un moment donné, forcément, l'arbre a été coupé. Oui, mais ça paraît très logique. Et que du coup, transformé, etc. Bon, moi, je dirais la réponse A, Jean-Pierre. Je suis aussi. Marine. Marine. Ça, toutes les deux. Oui, on est d'accord. Est-ce qu'on a un appel à un ami à un moment donné ou dans le jeu? Alors non, pas dans ce jeu-là, effectivement, c'est pas prévu, mais pourquoi pas pour une prochaine version. J'avoue, je dévie. Ah! Eh ben, c'est bien ça. On est bien sur le panneau de liège. Juste pour préciser, à chaque fois que je vais vous donner la réponse, il y a un petit numéro que je vais dire. Donc là, pour cette question, c'est le numéro 8. C'est juste parce que c'est par rapport, il y a une plateforme en ligne liée au jeu. Et comme ça, les personnes, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui ont le jeu, vont pouvoir aller voir sur la plateforme en même temps et avoir les compléments de réponse. Parfait. Et tout ce que moi je vais dire à chaque fois dans les réponses, c'est soit à l'arrière de la carte, soit dans cette plateforme justement qui permet de toujours aller plus loin. En fait, il y a une partie qui est lue pendant le jeu et il y a une partie où il y a encore plus d'informations qui permet d'aller beaucoup plus loin, d'avoir des exemples de livres, de vidéos à regarder sur le sujet, etc. Donc là, on est bien sur le panneau de liège. En fait, le liège, il vient du chêne liège. Et il va falloir attendre une vingtaine d'années avant de pouvoir faire le premier écorçage. Et après, c'est à peu près tous les 9 ans. Et donc, on va juste enlever l'écorce, on va travailler l'écorce, mais l'arbre, on ne va pas le tuer pour pouvoir récupérer cette matière première. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que, résultat, tous les 9 ans, il va continuer à nous redonner cette écorce. Le liège, alors justement, ça va peut-être être
une des cartes qui pourra t'aider pour ton article, Fred, mais sur la plateforme, on parle de pas mal de choses, mais ce qui est intéressant, c'est toutes les propriétés qu'il a. Il est imputrescible, il est constitué à 90% d'air, et on sait que l'air, c'est le meilleur isolant. Donc, c'est un super isolant acoustique aussi. Donc, c'est vraiment un isolant qui est très recherché, mais aussi très cher. Et ça peut expliquer son prix. C'est-à-dire que au lieu de pouvoir tout défricher, de pouvoir travailler cette matière première facilement, il y a un tel respect aussi du végétal qui fait que c'est plus long, mais qu'il y a tout un écosystème local qui est mis en place pour pouvoir avoir ces panneaux de liège à la fin. C'est super intéressant. Je manquerai pas de regarder ça pour aller plus loin dans les explications. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième question. Et comme vous avez bon, on est à 5 points. Yes. Pour la deuxième question, selon le magazine La Maison Écologique, sur une façade, quelle réduction de température peut amener une vigne vierge? Donc, une vigne vierge, c'est une plante grimpante dont le feuillage va tomber en hiver. Donc, à votre avis, la façade, elle va perdre combien de degrés si on y met en été cette vigne vierge? Est-ce que c'est 4 degrés, 14 degrés ou 24 degrés? Tu veux commencer, Caro? Moi, j'aurais dit d'instinct, parce que je suis d'accord du fait que ça peut faire perdre des degrés, mais j'aurais pas cru autant que 14 et 24. Donc, j'aurais dit d'instinct 4, mais après, je te laisse... Non, j'ai suivi le même raisonnement. Je sais que justement, pour rafraîchir nos intérieurs, les plantes sont aussi utilisées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais dès que j'ai vu le chiffre 14, je me suis dit c'est beaucoup trop élevé. Et je serais partie aussi d'instinct sur 4 degrés. C'est déjà énorme, 4 degrés en fait. Donc après, j'imagine aussi que ça dépend de l'isolation du bâtiment. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Voilà. Mais je partirai également sur la réponse A. On valide. Vous validez? Oui. Eh bien, c'est 14 degrés. Et effectivement, c'est énorme. En fait, vous avez parlé de pas mal de choses intéressantes sur le sujet. C'est que effectivement, ce qui se passe à l'extérieur va aussi avoir un impact sur le confort thermique. Il y a, comme tu disais, Fred, il y a aussi toute la partie isolation, toute la partie choix des matériaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de travailler sur le bioclimatisme et de dire que l'environnement, en fait, l'impact du bâtiment ne s'arrête pas au seuil, à la frontière de l'intérieur-extérieur. On en a plus conscience, c'est un peu plus facile de se projeter quand on parle de bruit et de gênance acoustique. On sait que si on met notre maison à côté d'une autoroute, même si le bruit est en dehors de la maison, l'inconfort par rapport au bruit sera à l'intérieur. Ben, pour la thermique, c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce qui va être au niveau de l'environnement proche et moins proche du bâtiment va avoir un impact sur le confort thermique, sur le confort acoustique évidemment. Donc on va travailler de l'orientation et on peut travailler aussi forcément avec le paysage, avec la végétation. Et notamment, j'aimais bien cette référence qui était dans la maison écologique, qui est donc c'est dans le hors-série numéro 11, qui indique en fait ça peut aller pour la même maison, il peut y avoir une différence jusqu'à 14 degrés en façade avec une vigne vierge. C'est fou. Je sens qu'on va apprendre hyper intéressant. Ouais. Comme quoi, ouais. Super, bah, j'espère. Et puis après, c'est voilà, encore une fois, c'est la réponse est chouette. Ça permet d'avoir aussi encore de confronter ses connaissances avec d'autres choses, mais c'est aussi la réflexion qui est super chouette et qui amène plein d'éléments. Je vous parlais tout à l'heure des petites choses à la fin de certaines questions qui permettent de regagner des points. Et là, sur cette carte, on en a une. On parlait du magazine La Maison Écologique. Et donc, si l'une de vous a déjà lu un numéro de ce magazine, vous gagnez un point supplémentaire. Donc, est-ce que vous connaissez ce magazine et est-ce que vous avez déjà lu un de ces numéros? De mon côté, oui. Je sais qu'on a le point. Et c'est un magazine hyper intéressant et ça fait déjà plusieurs années qu'il existe. Ouais, non, je sais pas, toi, Caro, de ton côté aussi, si je suis sûre que tu en as déjà feuilleté au moins des extraits parce que oui. Je sais que je t'en ai déjà parlé. Donc, oui, je connais aussi la maison écologique. J'ai pas forcément le magazine chez moi, c'est pas forcément, mais j'ai déjà effectivement lu des articles de la maison écologique. Ok, et donc vous gagnez un point supplémentaire, donc ça vous permet de pas perdre de points.
vu que vous aviez la mauvaise réponse. Ça vous permet de rééquilibrer et de rester à 5 points. Effectivement, la maison écologique, moi, c'est un magazine que j'ai beaucoup utilisé, c'est pour moi un autre outil. On parlait tout à l'heure du jeu Habitat Heureux, on parlait de votre podcast, et c'est encore un autre outil qui permet de voir plein de choses, de se faire, de découvrir plein de sujets. Et c'est un magazine qui est indépendant et qui a effectivement une belle longévité, donc c'est toujours intéressant de feuilleter ces numéros. Complètement. Et on passe à la question 3, si vous êtes d'accord. C'est parti. C'est parti. Pour la question 3, on part en Belgique, à Bruxelles. Quelle est la particularité de la façade du siège du Conseil de l'Union européenne? Est-ce que sa façade est faite avec des briques ajourées qui forment une carte du monde? Est-ce qu'il y a sur cette façade plus de 500 végétaux qui y poussent? Ou alors est-ce qu'elle est composée de vieux châssis de fenêtres réemployés? Là, j'ai la réponse pour celle-ci. Tu la connais? Donc, si je connais pas du tout, enfin, je vois. Elle est composée de vieux châssis de fenêtres réemployés. C'est votre dernière réponse? Je suis quasiment sûre. Caro. J'ai eu cette anecdote. De mémoire, c'est dans le podcast ou au moins avec une personne du podcast. Et je pense que ça me dit quelque chose, effectivement, de l'avoir réentendu. Effectivement, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'effectivement de suspense. Là, si tu as la référence, c'est top. Et donc, elle est bien composée de vieux châssis de fenêtres réemployés. Il y a 3000 châssis qui viennent de partout en Europe. En fait, le but, c'était aussi de dire chaque pays va pouvoir envoyer son châssis et pouvoir faire cette façade avec. On parlait du petit numéro tout à l'heure pour la plateforme, pour celles et ceux qui ont le jeu. C'est le numéro 33. Et donc, c'était, pour moi, ça c'est un bel exemple aussi de vitrine qu'on a pu donner au réemploi, qui n'est pas encore très utilisé. Et là, qu'un bâtiment, à un moment, il y avait quand même encore, même si ça commence à changer depuis déjà pas mal d'années, il y a une époque où le réemploi, c'était quelque chose un peu d'impropre, quelque chose qu'on cachait, qui n'était pas très qualitatif. Là, on a fait la façade du siège du Conseil de l'Union européenne avec du réemploi. C'est un beau message. Exactement, c'était un très beau message, en plus à l'échelle européenne. Donc c'était ok, on va se mettre en œuvre pour augmenter la possibilité de réemploi. Et justement, là, on parle de réemploi. Est-ce que l'une de vous connaît la différence entre réemploi, réutilisation et recyclage? Tu veux y aller, Caro? Tu me contredis ou tu me complètes plutôt. Alors, réemployer, du coup, c'est... Attends, il faut que je retrouve les bons termes. Parce que le pire, c'est que j'ai fait une vidéo il y a vraiment pas longtemps dessus. Alors, attends. Réemploi, recycler et réutiliser, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, réemployer, du coup, on ne touche pas à l'identité de l'objet. J'ai plus forcément les mots, mais voilà, on réutilise, par exemple, comme tu disais, les châssis de fenêtres. On le repose juste dans une nouvelle maison, par exemple. Pour le même emploi Pour le même emploi, voilà. Ouais, initial. Recycler, on réutilise la matière de l'objet en question. Donc, il peut être transformé pour pouvoir la réutiliser, la recycler dans une autre utilisation. Oui, tout à fait. Et après, tu m'as dit réutiliser. Hein. Réutilisation, c'est ça? Oui. Réutilisation, c'est du principe... Vas-y. Du coup, si je te complète, c'était le fait de prendre un objet quel qu'il soit, mais qui ne soit pas utilisé forcément pour son usage initial. Donc, on parlait de châssis de fenêtres, donc elles sont vraiment réemployées pour le même usage, mais on peut utiliser des châssis de fenêtres. J'ai pas forcément d'idée aujourd'hui là, mais pour faire des étagères peut-être ou une table, voilà. Généralement, on voit vraiment des anciens buffets qui deviennent des vasques dans la salle de bain. C'est super tendance en ce moment. Ça, c'est un exemple typique de réutilisation, par exemple. Tout à fait. Exactement. Super. Parfait. Et c'est exactement ça. Bravo à toutes les deux. Moi, je prends souvent l'exemple d'une porte pour différencier tout ça. La porte en réemploi, c'est on prend une porte d'un chantier qui est en déconstruction, où il y a des travaux, on la remet effectivement en porte ailleurs. La réutilisation, on prend la porte, on en fait une table. Donc, il va y avoir un petit peu de transformation quand même, mais ça va être très léger. On va garder l'essentiel de cette porte. Et le troisième, ce serait d'utiliser cette porte en bois, de la broyer, de récupérer les fils de bois et d'en faire de la laine de bois.
Là, c'est du recyclage, parce qu'il va falloir remettre une énergie pour retransformer et rechanger l'utilité du produit. Et donc, effectivement, si on voit ça, l'Union européenne, là, quand on parlait du siège du Conseil de l'Union européenne, on parle de réemploi, mais en fait, c'est plutôt de la réutilisation. C'est un mot qu'on utilise peu, mais en soi, ils ont pas, c'est une façade décorative, c'est une seconde peau, parce que retrouver avec ces 3000 châssis la fonction d'une fenêtre, c'était pas forcément évident et c'était pas forcément ce qui a voulu être mis en place. Donc en fait, on a une seconde peau et c'est plutôt quelque chose d'esthétique qui a été mis en place. Donc là, si on joue avec la subtilité, on est plus sur de la réutilisation que du réemploi. Mais oui, c'est bien effectivement la différence entre les trois. Et c'est ce qu'on travaille aussi avec quelques cartes dans le jeu pour bien comprendre les nuances et que non, on n'a pas le même impact écologique quand on fait du réemploi que quand on fait du recyclage. Donc ça, c'est pour même aussi l'impact de certains isolants qui sont plus en recyclage que réemploi. C'est important de faire une nuance entre ces trois éléments. Et ben nickel. Sur la plateforme, on peut voir une photo justement de cette façade qui permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc on va passer à la 4e question et au niveau des points, on en est à 10 points. Yes. Plus que 10 points. Et il vous reste encore pas mal de questions pour au moins gagner la partie. Et donc, je pense qu'on peut avancer vers la paille d'argent ou la paille d'or. Pour la 4e question, dans une habitation de 4 personnes, quelle est la production moyenne de vapeur d'eau par jour? Est-ce que c'est 5 litres par jour? Est-ce que c'est 15 litres par jour? Ou est-ce que c'est 30 litres par jour? Alors, c'est pour ça que je voulais rebondir parce que quand j'ai eu Marine au téléphone avant l'enregistrement de ce podcast, on fait toujours un brief avec nos différents intervenants et c'est une des questions dont tu m'avais posé. Je ne sais pas si tu te souviens. J'ai été curieuse parce qu'au final, tu m'avais pas donné la réponse. Mais après, c'est ça où je me demandais si est-ce que c'est que les personnes qui sont prise en compte dans ta question, ou est-ce qu'il y a aussi tous les appareils de la maison et enfin tout l'environnement en fait qui rentre en compte dans cette question, parce qu'en fait ça dépend aussi de tout ça. Et donc en fait j'ai trouvé tellement de réponses variées que je sais pas forcément la réponse par rapport à cette question-là. Donc voilà, c'était une petite subtilité. Est-ce que c'était que par rapport aux personnes ou est-ce que c'était par rapport à notre environnement? Non, c'est bien effectivement dans l'habitation quelle est la production moyenne et non pas par ces personnes-là. Et justement, est-ce que vous pouvez lister un petit peu tout ce qui, selon vous, dans un habitat, peut créer de la vapeur d'eau? Il y a déjà toutes les pièces d'eau. Ouais, pièces d'eau, la cuisine, enfin tout ce qui est lié à la cuisine, les lave-vaisselle par exemple, les machines à laver, douche, bain, lavabo, robinet, chasse d'eau, enfin la cuisine même, hein, quand la cuisson, les plaques. Ouais. Il va y avoir les plantes aussi, oui. Il va y avoir les animaux, si on en a. T'as une petite idée, Caro, ou pas? Est-ce que tu m'influences déjà en me disant justement, je veux pas, parce que moi j'ai déjà une idée en tête, mais je veux pas t'influencer, je veux avoir ton retour aussi pour savoir si je contrebalance ou pas. Il y en a beaucoup. J'aurais été vraiment vers la C, moi, vers 30 litres, c'est énorme, mais j'aurais été vers ça, quoi. Ok, moi j'aurais été plus vers les 15 litres. Ok. C'est 30 litres. Ça fait quand même. J'essaye de trouver une image, ça me paraît énorme. 5 litres, je l'écarterai directement. Ouais. On peut être sur l'aspect raisonnable et 15 litres. Hein. De toute façon, faut qu'on est là pour jouer. Hein. C'est Allez. Vas-y, tu m'en veux pas hein, si on perd. Hein. Non, je t'en veux pas. Allez, la réponse B, ouais. La réponse B. Je suis désolée. C'est la réponse C. C'est la réponse C, effectivement, 30 litres par jour. C'est énorme, c'est gigantesque. Tu parlais un petit peu des différentes sources, justement, où on peut trouver des informations qui disent un peu tout et son contraire. C'est aussi l'intérêt du jeu, c'est qu'à chaque fois, ça va être sourcé. Et donc là, on sait que ça vient du livre de Jean-Claude Mangoni, qui est La construction écologique. Et on sait tout ce qui est compris, en fait, à l'arrière de la carte, tout ce qui va être compris. Donc, on en a déjà énoncé beaucoup.
Mais effectivement, c'est de se dire qu'il y a les personnes, mais il n'y a pas que ça. Il y a leur respiration, mais il y a aussi les animaux, les plantes, la cuisine, la machine à laver, les bains, les douches, le sèche-linge, le linge qui sèche, même si on n'a pas de sèche-linge. Et tout ça va créer énormément de vapeur d'eau. Donc oui, c'est gigantesque et c'est 30 litres par jour. Et c'est plus important pour moi. En fait, cette question, elle va amener après à la ventilation. L'importance et l'essentialité d'une ventilation adaptée à son logement. Elle va aussi amener à une deuxième réflexion qui est la composition du mur. Il y a des matériaux qui vont permettre de laisser tout doucement passer cette vapeur d'eau jusqu'à l'extérieur, alors qu'il y a d'autres matériaux qui vont comme le béton, qui vont complètement la bloquer et qui vont faire que cette vapeur d'eau qui va essayer de s'échapper, elle va rencontrer des parois froides, condenser et apporter moisissures, champignons. Donc, au lieu de partir un peu de but en blanc avec, je sais pas, quelle est la meilleure ventilation simple flou ou double flux, le but c'est de dire, non, il n'y a pas de solution idéale. On va plutôt reparler des notions de base qui font il est important de parler de ventilation après dans son projet. Et quand on a conscience, en fait, que dans une habitation de 4 personnes, c'est 30 litres par jour de vapeur d'eau, ça devient évident qu'il faut travailler cette question de la paroi et cette question de la ventilation. Tout à fait. On a pas mal parlé justement de tout ce qui est ventilation et c'est vraiment ça, c'est au niveau de la composition, l'isolant, qu'est-ce qu'il y a dans le mur, quoi, clairement. Hein. Qu'est-ce qui le compose. Hyper intéressant. Exactement. Et on est sur pour celles et ceux encore qui peuvent aller sur la plateforme, on est sur la question 1. Et effectivement, quand on voit sur la plateforme où on va creuser aussi sur la perspirance du mur. On va avoir beaucoup plus d'informations, d'expertise après sur tout ça et voir comment on peut travailler justement, quels sont les leviers pour travailler et pour évacuer au mieux cette vapeur d'eau. Donc, on va passer à la 5e question et on retombe à 9 points. La 5e question, l'Orangerie Lyon Confluence, c'est un bâtiment de bureau qui a été créé en 2019. Il est composé d'arches qui sont faites en blocs préfabriqués en terre crue. À votre avis, quelle est la hauteur de ces arches? Est-ce que c'est 3 mètres? Est-ce que c'est 11 mètres? Ou est-ce que c'est 40 mètres? Déjà, est-ce que l'une de vous connaît ce bâtiment, l'Orangerie Lyon Confluence? Ou le quartier, déjà, Confluence à Lyon, est-ce que l'une de vous s'y est déjà baladée? Je me suis déjà baladée à Lyon, ça fait longtemps. Très jolie ville d'ailleurs. J'ai un petit doute sur le bâtiment, j'en ai un en tête, mais je ne sais pas si c'est l'orangerie exactement dont on parle. Donc, je suis un peu plus sceptique sur cette question. Toi, Caro, tu l'as déjà vu, vu que tu n'habites pas non plus très très loin de la ville. Est-ce que tu t'es déjà baladée là-bas? Alors, c'est sûr que je l'ai pas vu en vrai, mais je me pose la question pour avoir parlé avec des architectes de ce bâtiment. Et aussi parce qu'on a parlé de briques en terre crue sur ce podcast et je pense que c'est un projet qu'on avait cité ensemble, mais je sais pas si c'est le même. J'ai vraiment un grand doute, mais bon, pour jouer le jeu, parce que je suis vraiment pas sûre de ça, je dirais en vrai je dirais la question la B, 11 mètres, pour dire d'être entre deux. Au milieu. Ouais. C'est un peu du pif, mais... Et est-ce que vous avez d'autres références de bâtiments en terre crue que vous avez vus ou qui sont autour de vous, ou de méthodes justement constructives en terre crue, qui permet un peu peut-être d'appréhender les hauteurs? Je pense qu'on part sur ça là, mais est-ce que vous avez des exemples à partager peut-être Je pense qu'on peut monter assez haut. C'est pour ça que j'étais entre le 11 et 40 mètres, moi, personnellement. Mais... J'espère que je ne dis pas de bêtises en disant ça. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises non plus, il y a une partie de la muraille de Chine qui a été construite en terre crue, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que je n'ai vraiment pas de bêtises. Mais il me semble, ça donne déjà une idée de la hauteur que ça peut atteindre, tu vois. Mais après, 40 mètres, ça sera un immeuble de combien d'étages? C'est un bâtiment de bureau, après. Hein. Bah ouais, mais un bureau, tu peux en avoir sur plusieurs étages. Bah c'est pour ça, donc ça peut monter. Ouais. Bah écoute... Tu veux qu'on tente la démesure? On tente la démesure, allez. Je vous ai un peu, c'est pour ça que je bloquais la réponse quand même, parce que je vous ai un petit peu amené sur autre chose et je voulais pas que ce soit le but, c'était vraiment de parler d'un truc. C'est bien 11 mètres, donc pour moi, je resterais sur
sur celle-ci parce que c'est vraiment ce que moi j'ai amené après comme question qui vous a fait hésiter. Donc pour moi, je vous valide ces points-là quand même. C'était le premier choix. Donc c'est bien, c'est ça, c'est bien 11 mètres et on n'a pas forcément conscience. Donc lui, il est en R+2. On en a beaucoup en fait de bâtiments en terre crue. Là, c'est la méthode du pisé qui fait que les murs en plus avec la terre crue sont porteurs. Mais on a beaucoup de méthodes constructives en terre crue qui sont utilisées en France. On a une autre question que j'ai pas mis là, mais qui est justement le nombre d'habitats qui reste encore partiellement ou totalement en terre crue dans le monde, et c'est gigantesque en fait. On n'a pas conscience. Alors malheureusement maintenant c'est moins que le béton, vu que je crois que c'est un bâtiment sur 2 qui est en béton maintenant, c'est énorme. Mais ça reste beaucoup et les gens facilement vont dire ça va être, on va avoir ça plutôt sur le continent africain. Mais en fait, on en a énormément aussi en France. On a les maisons à colombage où c'est en terre crue, ce qui est à l'intérieur. On a énormément de maisons en pisé en Isère, justement, où dans le patrimoine rural de l'Isère, c'est plus de 70% des bâtiments qui sont encore composés de terre crue. Donc voilà, c'est aussi un patrimoine français. Et le fait de l'avoir mis à Lyon et d'avoir choisi cette méthode du pisé, c'est pas, ça sort pas de nulle part. C'est vraiment, ça fait partie de notre patrimoine. Et c'est super d'avoir donné une visibilité aussi récente à la terre et de montrer, en plus d'avoir choisi la terre comme mur porteur, puisque sur ce bâtiment, on a les murs qui sont en terre et après on va avoir une charpente en bois. Et donc, effectivement, on a ces grandes arches sur la façade qui font 11 mètres de haut. C'est déjà impressionnant. On est sur oui, c'est impressionnant. On est sur, pour celles et ceux qui vont sur la plateforme, on est sur la question 45. Et voilà. En tout cas, effectivement, c'est une référence que j'aime bien. Sur le jeu, on a une illustration à cet endroit-là. J'ai travaillé avec une illustratrice, Juliette, qui est une super illustratrice et qui a fait de jolis dessins sur le jeu, notamment sur la boîte et sur les cartes. Et sur cette question, il y en a une quinzaine comme ça où c'est une illustration qui permet un peu de se projeter avant même d'aller sur la plateforme, de se projeter sur le bâtiment. Et du coup, on embrasse Juliette. Exactement. Je vous donnerai peut-être son contact pour rajouter au podcast pour celles et ceux que ça intéresse. On est donc sur la question, on va passer à la question numéro 6. Et au niveau des points, vous vous souvenez à combien vous en êtes 14 du coup. Exactement. Exactement. Donc pour la question 6, quelle part des travaux de rénovation énergétique qui ont été réalisés de 2014 à 2016 sur des maisons individuelles ont eu un véritable impact sur la réduction des consommations du logement? En fait, vraiment, entre 2014 et 2016, les travaux qui ont eu lieu pour réduire l'impact énergétique du bâtiment. Sur tous ces travaux-là, combien ont eu un réel impact sur les objectifs de base de ce projet? Est-ce que c'est moins de 10%? Est-ce que c'est entre 10 et 30%? Ou est-ce que c'est plus de 30%? J'ai une petite question. Pourquoi c'est cette période-là, exactement, entre 2014 et 2016? C'est une étude qui a été faite par l'ADEME et donc qui a vraiment porté sur les cas qui avaient été faits de 2014 à 2016. Il y a eu l'entrée en vigueur de la RT 2012. Je pense que c'est par rapport à ça aussi, non? T'as une idée, toi, Caro? Du coup, je suis un peu dans la réflexion, effectivement. Le fait qu'il y ait la période, ça m'amène à une réflexion, mais effectivement, dans le sens où ça dépend effectivement la période des travaux et au niveau aussi des aides qu'il y a pu avoir par rapport à l'État qui a poussé à la rénovation énergétique. Et du coup, je suis vraiment entre le moins de 10% et entre 10 et 30%, mais pas forcément plus de 30%. Parce qu'il y a eu des belles choses et des choses un peu moins bien avec ça. Et du coup,
Enfin, bon, bref, je rentre pas dans le détail là-dessus, mais du coup, je suis entre le moins de 10% et entre 10 et 30%. Mais Ok, d'accord. C'était, il me semble, ouais, moi je serais partie sur la réponse A, moins de 10%. Ce qui a peut-être aussi amené à durcir un peu tout ce qui est réglementation et passer aussi sur, par exemple, la RE 2020 qui est allée beaucoup plus loin sur, sur toutes ces questions-là. C'était surtout sur des focus très, très spécifiques, en fait, de mémoire. Et du coup, ça changeait pas forcément toute la donne de la rénovation complète, l'isolation, exactement. etc. Surtout qu'en plus, c'est sur des maisons individuelles. Ouais, moi, je pencherais plus pour la réponse A. On valide. Et ben bravo. C'est bien ça, moins de 10%, et plus exactement, c'est 5%. Et il y a eu, ça a été très complet, votre réflexion. Et il y a eu beaucoup de choses, en fait, tout a été dit. On a eu effectivement un peu des bouquets où on avait des offres sur les fenêtres, il fallait changer à un moment les fenêtres, changer l'isolation, changer ceci, changer cela, mais peu de réflexion globale. Et en fait, c'est là où on a pu se rendre compte que c'est pas en intervenant sur un lot de la même façon partout dans les logements qu'on va avoir une réelle évolution des consommations du logement. Là, l'étude de l'ADEME a montré qu'il y avait 5% de ces logements qui sont passés, ils regardent le DPE en fait, avant travaux et après travaux, et il y avait 5% des habitations qui avaient changé de classe, donc par exemple qui étaient de 2 classes, donc ils étaient en E, et ils sont passés en C. Donc ça, c'est 5%. Après, il y avait 20% qui n'ont eu un changement que d'une seule classe, d'une seule catégorie. Et tout le reste, c'est aucune évolution, aucun changement. Donc ça veut dire qu'il y a 75% des gens qui ont fait des travaux dans cette optique-là de réduire leur consommation. Et il y a eu zéro impact. Ou alors, il y a eu de l'impact, mais il a été tellement faible que ça n'a pas permis de changer de catégorie au niveau du DPE. Et effectivement, ça a été assez marquant pour la réflexion de manière plus globale, pour la RE 2020, pour la réflexion qui est actuellement avec les auditeurs et auditrices énergétiques, en se disant c'est vraiment quelqu'un qui doit avoir une réflexion globale. Moi, j'accompagne sur des projets comme ça et je conseille aussi d'avoir des projets et il n'y a pas de solution magique. Donc j'aime bien cette question pour ça, on n'a pas une recette de l'habitat écologique et toutes les cases à cocher. Ils ont essayé de faire ça et on essaye toujours de faire ça parce que c'est plus simple aussi à vérifier, à se dire qui a fait quoi. Mais c'est pas il n'y a pas de recette magique. Exactement aussi, oui. Là, il n'y a pas de magie. Il faut travailler sur le bâtiment, sur ses spécificités, sur la façon dont vivent les gens aussi. C'est-à-dire que si on garde le même logement et on met 2 personnes ou 2 familles différentes, ce sera pas les mêmes travaux forcément à réaliser parce que les gens vivent différemment et ça amène d'autres problématiques dans le logement. Donc voilà. Et on est pour celles et ceux qui vont sur la plateforme, on est sur la question 25. Super. Donc bravo. Donc on est à 19 points et on va passer à la question 7. Au niveau de la question 7, ça parle des paillourtes. Donc la paillourte, c'est un petit habitat écologique en paille. Est-ce que vous connaissez le nom de la charpente en bois qui est utilisée pour fabriquer les toits de ces habitats? Est-ce que c'est la charpente réciproque, la charpente cathédrale ou la charpente en berceau? Alors, c'est un sujet qui va arriver sur Oberkaï, mais qui n'est pas encore. J'ai les contacts, mais j'ai pas encore eu le temps de faire mon interview, dommage. Je dirais... alors, je sais pas pourquoi je suis attirée par ça. Alors, c'est typiquement comme si je prenais une petite flèche et que je pointais. Mais je dirais une charpente en berceau. Sur l'architecture, je me dis que c'est plus logique avec la paille. Mais après, c'est clairement... Je sais pas. C'est au pif ou c'est parce que t'as... Ok. Je pensais que tu l'avais déjà fait l'enregistrement, donc je comptais beaucoup sur toi. Et c'est vrai que de mon côté, j'allais éliminer directement la charpente cathédrale, qui a des spécificités bien précises de mémoire, et je le vois pas du tout dans ce type d'habitat. Après, je ne connais pas la charpente réciproque. Je ne sais pas ce que c'est, donc voilà.
Et du coup, j'ai bien envie de te suivre, Caro. Généralement, tu as un bon instinct. Donc, mais la réflexion est assez limitée sur cette question. Ouais. Du coup, il ne peut pas y en avoir sur toutes, hein, je comprends. Là, il y a des fois, effectivement. Ok, et ben, ce sera pas pour cette fois, pour l'instant, parce qu'il s'agit de la charpente réciproque. Je connaissais pas. Mais en fait, la charpente réciproque, c'est une charpente autoportante. Donc, ce qui est intéressant pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous conseille d'aller sur la page du Instagram Habitat Heureux, donc Habitat avec un S, puisqu'on peut retrouver une vidéo que j'avais faite avec des allumettes qui montre un peu comment fonctionne une charpente réciproque. Donc, en fait, la paillourte, c'est vraiment un habitat en paille, mais en paille porteuse. Donc, les murs sont en paille porteuse. Puis, il va y avoir ce qu'on appelle des perches au niveau qui vont reposer sur ces murs en paille. Donc, déjà, ce type d'habitat, même si c'est un petit habitat, il montre à quel point la paille peut être résistante. Il y en a qui ont peur de sa résistance. En fait, ça peut vraiment faire des murs porteurs. Et on va mettre un poteau central le temps de réaliser cette charpente. Et on imagine, en fait, je vais essayer de décrire, et j'espère que chaque personne pourra imaginer ce qu'est une charpente réciproque, mais on va faire reposer sur ce poteau central et ce mur en paille une perche, donc un poteau en bois. Ensuite, on va en mettre un autre qui sera aussi sur les murs circulaires, c'est vrai que je vais pas préciser de la paillote, circulaire sur le mur en paille, et va reposer sur la perche qu'on a mis juste avant. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que celle d'après reposera sur celle qu'on a mise avant. On va faire ça ainsi de suite. Et la dernière qu'on va mettre, on va venir la mettre de façon à ce que la toute première qu'on ait mise vienne reposer dessus. Et on va pouvoir enlever le poteau central et tout va s'auto-porter parce que chaque perche va pouvoir être appuyée sur l'autre, qui va être appuyée sur l'autre et ça va faire un cercle de cette façon. Donc, on a à la fin une belle charpente avec une belle ouverture centrale circulaire. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau et il y a un petit côté qui marche encore plus, je trouve, avec les énergies. Ça donne des énergies très bonnes on n'a pas ce poteau qui vient nous gêner. On a déjà un habitat qui n'est pas forcément très grand. Donc, au moins, on va pouvoir profiter de toute exactement, cette superficie, ne pas bloquer l'espace. Donc voilà pour la charpente de la paillote. Dommage pour celle-ci. Qui est la charpente réciproque. Très intéressant, exactement. On en apprend en tout cas. Oui, non, c'est clair, je connaissais pas. Et après, sur cette question, vous allez aussi avoir la possibilité de rattraper des points. Donc, vous avez 30 secondes pour trouver les paroles d'une chanson, donc de me proposer une chanson qui parle d'une construction ou d'un type d'habitat pour marquer 2 points. N'importe quelle chanson, et même si vous n'avez pas le nom exact, juste... Francis Cabrel, la musique... Alors, j'arrive pas à retrouver le titre, mais il parle de sa cabane... Chers auditeurs, tu peux nous faire un petit chanter la cabane au fond du jardin, non, c'est pas ça, c'est quelque chose comme ça. je l'ai plus. Mais c'est Francis Cabrel, c'est sûr, le chanteur. Mais oui, il chante. Je vais la retrouver. Hein. Bon, je suis désolée, je triche du coup, mais c'est Francis Cabrel. Je sais pas si vous connaissez bien. Mais... La cabane du pêcheur. La cabane du pêcheur, exactement. Exactement. Ok, bah super, ça nickel. Passe. Bravo, Caro. Ça passe. Et souvent, à mon avis, vous m'enverrez un message pour me dire, mais c'est le genre de question où quand on est autour d'une table, un petit peu moins, avec un peu moins de pression en quelque sorte, on la trouve un peu plus facilement. Mais je suis sûre que vous allez en retrouver plein. Et vous allez dire, ah mais oui, et vous m'enverrez un petit message, j'ai pensé à celle-là, j'ai aussi pensé à celle-là. Mais il y a, je sais pas, au hasard, Caravane de Raphaël. Il y a Zazie qui parle d'un hôtel ou rue de la Paix ou Château rue de la Paix. Non, Château en Espagne. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir Maxime Le Forestier avec San Francisco et la petite maison bleue. De celle à Colline. Enfin voilà, il y en a pas mal, mais donc super. Donc ça vous permet justement à la fin de ne pas perdre un point, mais d'en gagner un. Donc parfait. Donc on est à 20 points. Exactement. Donc on est à 20 points.
Alors, on part à la question 8. Je me note Et donc, du coup, nous juste sommes à un 20 petit points, donc instant. on On va a prendre 2 déjà points. gagné. Alors, comment on peut perdre des points? Ah oui, c'est vrai. Pas tout à fait. Pas tout à Moi, fait. je suis déjà... Pardon, question 8. On reprend. Mais disons qu'il y a des chances. Donc, la question 8, c'est en France, les peintures affichent un classement de A+ à C. Donc, sur les pots de peinture, on a vraiment cette indication. Et selon la quantité de COV, donc composés organiques volatiles, on va avoir ce classement. À votre avis, à partir de combien de temps après application de la peinture, cette quantité est calculée et mesurée? Est-ce que c'est 24 heures après application, 15 jours après application ou plus de 20 jours après application? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'essaye de me souvenir du podcast que tu avais fait, notamment avec Naomi. Scherer. Ouais. On n'avait été à ce niveau de détail pour les COV. Donc, j'aurais pas forcément cette réponse par rapport au podcast. Mais de mémoire... en fait, ça dépend dans quel sens on prend la question, je trouve. Après application de la peinture. Donc, est-ce qu'ils attendent plus de 20 jours pour se dire est-ce que ça émane encore après 20 jours ou est-ce qu'ils prennent directement au pic de COV, c'est-à-dire à 24 heures après la pose de la peinture? 24 heures, c'est... Ouais, je suis ton raisonnement et je suis d'accord. Après, ouais. J'allais dire aussi, est-ce que 24 heures, ça fait pas un peu court, sachant que en règle générale, les peintures, il faut 1 ou 2 couches qui sont espacées de plus ou moins d'heures, tu vois. Est-ce que ça ferait sens de mettre juste après 24 heures? Je sais pas. Après, je pense qu'ils considèrent que la peinture est terminée et qu'elle est appliquée de couches comprises, quoi. Okay. Bah écoute, ouais, c'est vrai que du coup, toi, t'éliminerais le 15 jours entre deux? Je suis ta réflexion, c'est tout. Ouais. Bah, en fait, tout dépend effectivement s'ils prennent au pic, c'est-à-dire tout de suite après, on va dire plus ou moins la pause, ou est-ce qu'ils attendent une période pour pouvoir mesurer et voir combien de temps ça émane après, ce qui est, je crois, le cas en plus. Donc, du coup... je sais pas. En fait, je sais pas dans quel sens le prendre. Mais vas-y, je te fais confiance. C'est moi qui avais fini de valider. J'ai fini de valider la charpente. On a perdu. J'ai fini. J'ai eu faux sur la charpente. Donc, à toi de valider celle-ci, une chacune. J'étais aussi en train de penser à ce qu'on appelle les peintures écologiques. Justement où il parle d'émissions de COV et est-ce que c'était par rapport, parce que tu sais il y a différents COV, si je dis pas de bêtises, dans la nature il y en a ceux qui sont faits chimiquement en fait par les hommes, mais il y en a aussi des naturels qui existent dans la nature je suis désolée, j'ai du mal à mettre en mots ma réflexion, s'il y a tout qui vient en tête en même temps. Bref, j'étais juste en train de penser par rapport à ça et par rapport à une discussion que j'avais eue aussi avec Cécile. Tu te souviens de Boétique sur tout ce qui était vernis, peinture, et elle me parlait énormément des coves qui restaient longtemps, notamment dans les habitats, sur tout ce qui était ces peintures chimiques en gros, et que ça restait plusieurs jours voire plusieurs mois dans ton habitat. J'essaie juste de me remémorer en fait nos discussions. On peut dire 15 jours ou plus de 20 jours. Hein. Je pense que de toute façon, j'ai un pressentiment vers ça. Donc, Je te suis, Caro, je te suis. Je préfère te suivre. Sinon, on prend ni 24 heures, ni plus de 20 jours, on prend 15 jours. Et on prend 15 ça. Voilà. Allez, vas-y. 15 jours. 15 jours. C'est parti, c'est bloqué. Ouais, c'est bloqué. Faut qu'on avance. On est sur plus de 20 jours. Ah. Oh, wow. Ouais, plus de 20 jours. En fait, on a, c'est là où c'est un peu trompeur, c'est-à-dire qu'on a un classement de A+ à C où on se dit super, niveau émanation, on est bon. Et en fait, cette mesure, elle est prise 20 jours après application. Donc là où on n'est plus du tout au pic dont tu parlais justement, Caro, on n'est plus du tout au pic de la quantité de COV. Donc c'est un peu faussé. Ce classement-là. Et c'est beaucoup plus intéressant de retourner le pot et de regarder la quantité qu'on a réellement inscrite sur le pot, puisque
par exemple, justement, il me semble que c'est toi, Fred, qui parlait des peintures naturelles. On est sur une réglementation de 30 grammes par litre pour une peinture classique en norme européenne. On est sur 1 gramme par litre en peinture naturelle. Donc déjà, forcément, même au pic, qui va être après application, on en aura moins. Donc, plus de 20 jours après, on en aura beaucoup moins. Et ce à quoi il faut faire vraiment attention aussi, c'est que si on applique une peinture avec une quantité de COV, on le fait pas. Mais justement, la question, c'est combien de temps à vous, auditeurs et auditrices, vous avez attendu, combien de temps la dernière fois que vous avez mis une peinture pour réinvestir la pièce. Et on va se dire que le pire, ça reste une chambre. On va redormir dans une chambre qui émane encore énormément de composés organiques volatiles. Pour rappel, c'est des éléments volatiles qui vont être toxiques ou cancérigènes et donc voilà, faut les éviter au maximum. Moi, je m'étais amusée un moment, amusée entre guillemets, mais j'avais pris un pot de chez mes grands-parents, un peu complètement paumé dans la réserve, et j'avais trouvé ce pot et j'avais regardé la quantité. On était à 60 grammes par litre. Donc qui n'est plus aux normes européennes, mais donc on avance vers mieux, on tend vers mieux, et je pense qu'il faut avoir vraiment cette attention de prendre le pot et de regarder, de pas forcément se faire avoir avec les A+, B, C, etc., qui ne veulent pas dire grand-chose, et voilà, ils prennent l'information au moment où ça les arrange. Beaucoup trop tard. Il faut plutôt regarder concrètement, en fait, dans cette peinture, quelle est la quantité. C'est bien de le rappeler aussi, parce que on voit souvent marquer les peintures naturelles ou peintures vertes. Ce sont vraiment des termes marketing utilisés par des grandes marques pour essayer aussi d'attirer, parce qu'on va pas se mentir, il y a une tendance vers le durable et vers l'écologie. Donc il faut aussi faire attention à ce greenwashing utilisé par certaines marques, et donc toujours bien lire les étiquettes. C'est important de le rappeler. Merci Marine. Avec plaisir, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas encore beaucoup de choses de bloquées sur ça, même sur le terme de biosourcé ou des choses comme ça. Donc, mais c'est pas évident. Au résultat, on s'y perd et on se dit à chaque fois, bon, j'essaye de faire bien. Je regarde par exemple le A, je prends que de la peinture A+, et j'apprends aujourd'hui qu'en fait, je mets peut-être des choses dans mon habitat pour autant qui sont néfastes pour moi. Oui, c'est un petit peu embêtant de pas pouvoir tout croire et de pas pouvoir juste se dire si c'est là, c'est que je peux faire confiance à cette information-là. Et disons qu'ils ont cette obligation d'inscrire sur le pot le nombre de composés organiques volatiles. Donc autant la regarder puisqu'elle est là. Il y a plein de choses sur lesquelles c'est pas inscrit, mais au moins les pots de peinture, ça y est, et il faut jeter un petit coup d'œil, quoi. Complètement. Donc on retombe à 19 points et on arrive sur la dernière question. J'espère que tout le monde est encore là pour la dernière question. J'espère que je me demande si les auditeurs auditrices notent leurs points à côté, voir s'ils avaient bon ou pas bon. En tout cas, moi je serais intéressée d'avoir les points ensuite. Et donc tous envoyez-nous des messages. On serait content de voir que vous avez joué en même temps que nous. Exactement, et voir votre total de points. Donc tout se joue ici, j'ai l'impression. C'est parti. Pas de match. Je mets pas la pression du tout. Alors, sur la dernière question, on parle du sable. Donc, la roche et les matériaux organiques qui sont entraînés par les vagues se fragilisent et se cassent. Leur dégradation produit du sable. Donc, selon vous, est-ce que le sable est un matériau renouvelable? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que ça dépend du sable? Très bonne question. Fred, je te laisse commencer. Je relis j'essaie de relire la question pour bien la comprendre. Ça dépend du sable. En fait, ça part déjà sur la roche est-elle renouvelable? Non, on partirait. Il y aurait ce côté-là aussi. Et les matériaux. C'est une super bonne question. Pour vous, c'est quoi un matériau renouvelable? Qui puisse se régénérer de façon naturelle. De façon naturelle, oui, sans intervention humaine, en fait. Sans que ce soit entravé, en tout cas par l'intervention humaine. Moi, j'avais tellement envie de dire ça dépend du sable. Elle semble tellement facile, cette réponse. Ouais, mais...
Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs types de sable. Si on prend ce qui est vrai. Il y a des couleurs qui sont différentes. Ça dépend des endroits où tu pars dans le monde. Qui sont pour moi un peu différents. Mais ça, les roches aussi sont différentes. Ça dépend aussi de ton environnement. Et ça veut... C'est vrai que c'est un peu la solution de facilité quand tu sais pas. Par exemple, est-ce que pour vous, on peut dire que le pétrole est un matériau renouvelable, selon ce que vous avez défini comme matériau renouvelable? J'essaye de vous égayer un petit peu. Tu nous poses une colle, Marine. J'ai pas assez de connaissances techniques pour pouvoir répondre à ça. Alors, j'ai peut-être complètement tort, hein, et je m'en excuse si c'est le cas. Mais pour moi, c'est pas forcément le pétrole n'est pas forcément renouvelable parce qu'on arrête. Alors, soit c'est du lavage de cerveau à force de l'entendre dans les médias, mais justement, on dit qu'à un moment donné, il y aura plus de pétrole et il faudra bien faire avec. Mais alors, je pense qu'il se renouvelle, mais beaucoup trop lentement à l'échelle planétaire. Et donc, du coup, à la vitesse où on va, il n'est pas assez rapide pour se renouveler. Donc, c'était ça la réflexion par rapport au pétrole. Donc, j'espère que je dis pas de bêtises en disant ça. Et du coup, j'ai l'impression... Non, c'est même une très bonne réflexion. J'ai l'impression que du coup, le sable part, vu le comparatif, et je pense que tu ne nous aurais pas donné cet indice autrement, le sable est un peu du même acabit. C'est-à-dire qu'il est beaucoup trop utilisé et que du coup, il a tendance à de plus en plus s'amenuiser peut-être. Donc après, est-ce qu'il est... c'est pour ça est-ce que c'est un matériau renouvelable? Oui. Mais c'est-à-dire que ça se régénère pas assez rapidement. Ouais. Voilà, ce serait ma réponse. Du coup, on bloque la réponse A. Allez. Je pense que c'est entre ça dépend du sable et oui, mais du coup... Donc, donc, selon la réflexion, tu disais, pour toi, le pétrole était renouvelable ou non parce que il allait arriver à sa fin? Alors, il est renouvelable, mais pas assez rapide à l'échelle planétaire en fait. Enfin, c'est dans le sens où le processus est trop lent. Donc il y a deux termes différents. Il se renouvelle, mais est-ce que ça veut dire qu'il est renouvelable? C'est là la petite subtilité en fait. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement il se renouvelle et en fait c'est par là. En plus tout était dedans, mais on est sur non. Mais donc tout était dans ta réflexion. Mais vraiment tout était là. Et parce que tu as parlé avec le pétrole du fait qu'il se renouvelle mais pas assez vite. Et après il manquait un petit élément à ce moment-là parce que c'est pas lui qui se renouvelle pas assez vite, c'est nous qui l'utilisons beaucoup trop vite. Oui, tout à fait. Et c'est après et en fait après tu es venu sur ça, sur le sable. Tu as dit ben non parce qu'on l'utilise trop. Et c'est exactement ça. En fait, une ressource renouvelable, elle est considérée renouvelable si elle se reconstitue naturellement sur une période courte. Et par période courte, on entend à l'échelle humaine. Et au moins aussi vite qu'elle est consommée. Okay. Et c'est là partie où de la définition que je n'avais pas. Du coup. Et on l'a peu. Et c'est pour ça, tu as parlé de discours. En fait, c'est là où limite les points, voilà, ça sert à aussi avoir un petit peu ce côté compétition, avoir une fin, faire mieux la fois d'après. Mais ce qui est génial, c'est cette réflexion-là, parce que il y a tu as parlé des discours au niveau de la communication, au niveau politique, qui vont un peu jouer sur tout ça. Et c'est vrai parce que il y a un peu ce flou entre renouvelé et renouvelable. Qu'est-ce que réellement matériau renouvelable? Et donc on va parler, par exemple, du bois. Aujourd'hui, c'est un matériau renouvelable. Mais si on se met à épuiser, à tout couper, à faire que de la laine de bois, et ben demain, ça ne le sera plus. Et c'est aussi pour ça où il faut faire attention aux solutions magiques. C'est que si aujourd'hui on se dit, voilà, la solution, c'est le chanvre. Il y en a à foison, on peut faire plein de choses avec. Allons-y. Mais que on n'en plante pas assez ou que
ils se renouvellent pas assez vite par rapport à notre utilisation parce qu'on se met à tout faire en chambre, comme on a fait un peu avec le béton, où on s'est dit on va tout faire en béton à un moment, et ben ça peut pas suivre. Et c'est là où on va épuiser une ressource. Complètement. Et donc c'est ce qu'on a fait avec le sable, qui est utilisé en grosse majeure partie pour le béton. Si vous allez sur la plateforme et le numéro 32, vous allez pouvoir aussi voir les chiffres de l'utilisation dans le béton, etc. Mais on est venu épuiser cette ressource, une ressource qui était renouvelable, qui était là de manière vraiment très présente au niveau de notre environnement, au niveau de notre planète. On est venu l'épuiser. Et aujourd'hui, le sable n'est plus un matériau renouvelable parce qu'on le consomme beaucoup plus vite qu'il se renouvelle. Donc voilà pour la cette réflexion partie. était là, hein, si je peux. Ah, la réflexion, elle était totalement là. Donc, t'es en train de dire que ça vaut la moitié des points, peut-être? C'est à peu près ça le message subliminal. Complètement. Je suis pas du tout en train de soudoyer la maître du jeu, mais. Moi, je la valide parce que comme je t'ai dit, effectivement, la réflexion était totalement là. Donc, on va mettre les 20 points quand même, effectivement. Donc, on est sur les 20 points. Donc, au niveau du podium, on est sur la paille de bronze à ce niveau-là. Et on peut aller jusqu'à la paille d'argent. Le but, c'est aussi de montrer que il y a la possibilité d'évoluer, de s'améliorer sur plein de questions et que on voit plein de sujets. Alors, je sais pas, dites-moi, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Dites-moi tout ça. Et du coup, pour ma part, je commence, Fred, si tu veux bien. Vas-y. Marine, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Et du coup, comme tu le disais en préambule, ça donne vraiment envie d'aller lire les autres questions. On est un peu sur sa fin de rester à 9 questions. Donc, merci pour ça. On a appris vraiment pas mal de choses. Et comme tu dis, ça amène la réflexion. C'est chouette aussi d'avoir une maître du jeu qui anime aussi. Donc, merci pour ce jeu, en fait. Merci pour cette présentation. Et puis, je réenchaîne, je reprends le flambeau dans 2 minutes. Je laisse Fred donner son retour. C'est vrai qu'on reste un petit peu sur sa fin. On a envie de continuer à creuser, mais je comprends aussi l'intérêt d'avoir que, entre guillemets, 9 questions parce que c'est sûr que ça va nous amener à pousser la réflexion un petit peu plus loin de notre côté. En tout cas, moi, personnellement, je sais que ce sera fait. Ça a attisé ma curiosité sur certains éléments. Donc, non. Merci à toi d'avoir créé ce jeu et d'avoir de jouer avec nous en fait en tant que maître du jeu. Donc merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous d'y avoir joué. C'était une toute première de l'animer comme ça pour un podcast. Donc j'espère que ça a pu renvoyer aussi tous les messages qu'on souhaitait et que c'est audible aussi pour les personnes qui écoutent. Mais c'était une belle expérience de partager ça avec vous. Je suis sûre que nos auditeurs sont tous là en mode j'ai eu raison, j'ai eu tort, j'ai envie de continuer. En tout cas, j'invite vraiment tout le monde, si vous avez été jusque-là et si vous avez été au bout du jeu avec nous, envoyez-nous un petit message sur Instagram, que ce soit à Marine ou sur Robert Caille, pour nous dire votre score. On serait content de voir aussi, partager même en story, on ne sait jamais, ça pourrait être sympa. Je reprends ce fameux flambeau parce que je propose quand même qu'on termine cet épisode par notre phase actionnable qu'on fait dans tous les épisodes. Est-ce que tu es prête, Marine, à répondre à ces petites questions tac au tac? Je suis prête. C'est à moi de te poser les questions maintenant. Je profite de cette coupure. Tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Obercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Obercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son Bercail ? Eh bien, nos auditeurs, ils ont décidé de se lancer dans un projet d'éco-rénovation ou d'éco-construction. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil hyper concret pour se lancer dans ce projet, d'après ton expérience, bien sûr? Alors, c'est vrai que donner un seul conseil, comme on l'a vu tout au long de cet épisode, ce qui est compliqué, c'est que comme on disait, voilà, il n'y a pas de solution magique. Et moi, c'est ce que j'adore dans mes accompagnements, c'est de travailler aussi avec la personnalité des personnes que j'accompagne, le logement, ses particularités,
tout ce qui fait que le projet est unique et c'est comme ça qu'il faut l'aborder, je pense, pour vraiment avoir une solution pertinente. Mais l'avantage, c'est qu'on en a parlé aussi d'une dans les questions et s'il fallait en donner une seule, la plus simple à activer au quotidien ou en tout cas quand on a besoin, c'est lors de l'achat d'un pot de peinture, de retourner le pot de peinture et de regarder la quantité de composés organiques volatiles. Je pense que c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place et qui peut changer beaucoup de choses sur la toxicité, même si le mot n'est pas beau, il faut dire ce qui est la toxicité de nos intérieurs et de ce qu'on met sur nos murs ou sur nos meubles. Ok, c'est noté et c'est un très très bon conseil. Pour toi, dans le meilleur des mondes, c'est quoi ton propre bercail idéal, Marine? Est-ce que c'est le van ou est-ce que c'est autre chose? Alors en tout cas, ça ressemblerait au van par rapport à sa taille, sa dimension et son rapport à l'extérieur. Là, si je dois me projeter dans un habitat idéal, j'imagine un habitat assez petit et une terrasse immense. C'est vraiment ce jeu entre l'intérieur et l'extérieur beaucoup moins franc que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. J'aime beaucoup l'architecture traditionnelle du Japon pour ça. Ce travail de seuil, ce travail d'extérieur, ce travail de couvert, non couvert. Et en fait, on va pouvoir vivre son espace, même si on a moins de mètres carrés qui est habitable en quelque sorte, enfin ce qu'on appelle habitable alors que ça l'est, on va avoir beaucoup plus de possibilités. Et donc c'est ça, j'imagine peut-être une tiny house. Je suis en train d'écouter justement votre dernier épisode sur la tiny house. C'est en tout cas le style d'habitat que j'imagine. J'aime bien aussi cette possibilité de se dire bon bah si à un moment il y a besoin, il y a possibilité de faire une extension, mais ne pas partir sur un immense habitat. Et après dire bah mince, j'ai trop de chambres, j'ai trop d'espace. Et donner cette force à l'extérieur et cette attention quasi égale voire supérieure aux espaces extérieurs. Et donc voilà, j'imagine la nature, j'imagine une belle terrasse, j'imagine une terrasse n'est pas forcément imperméable aussi, je le précise parce que on imagine souvent ça, mais c'est pas forcément le cas. J'imagine une vue assez lointaine, quelques montagnes si possible, et les voisins pas trop loin, contrairement à ce qu'on peut imaginer en logement totalement paumé au milieu de nulle part. Non, moi je pense qu'avoir des voisins et de pouvoir partager des moments de convivialité et travailler ensemble sur un territoire commun, c'est chouette aussi. Donc je les imagine pas très loin et ils seront les bienvenus pour un petit apéro. C'est important, effectivement. Surtout pour une Lilloise ou une ancienne Lilloise. Faut pas l'oublier. Exactement. Je revendique que je suis Lilloise de cœur aussi. Si tu avais un mot pour définir ton bercail, ce serait quoi? Harmonieux, je dirais celui-ci. Oui, harmonieux. Ça te va? Okay, c'est très joli, harmonieux. C'est un beau mot en plus. Je trouve il y a de l'harmonie dans l'harmonie. Donc c'est joli. Des ressources. Est-ce que tu as des sources et ressources à nous donner sur le sujet, du coup en dehors forcément de ton jeu, pour se renseigner sur tous ces sujets en fait, sur tout ce que tu abordes. Est-ce que tu as des noms, des livres, ce que tu veux? Alors, pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu parler, je vais pas être très originale parce que je l'ai déjà évoqué et je l'évoque tout le temps et je le lis tout le temps. Mais c'est Chez soi de Mona Chollet. Mm-hmm. En fait, ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est pas une experte du bâtiment, c'est pas une professionnelle du bâtiment, et c'est ce que j'aime dans l'ouverture que j'ai envie qu'il y ait entre toute personne et l'habitat. Donc ce serait son livre qui retrace un petit peu énormément de choses sur l'intérieur, l'extérieur, elle qui est plutôt casanière, son rapport au logement. Donc moi c'est une source d'inspiration. Je déteste relire des livres, mais alors celui-là, je le relis souvent. Après, oui, celui-là complètement. Et je souligne toujours des nouvelles choses et je partage. Même ceux qui suivent la page Instagram Habitat Heureux doivent en avoir marre parce que c'est toujours, il y a toujours une phrase de Mona Chollet qui traîne par là. Mais c'est vraiment ça. C'est on parlait de d'autres ressources aussi juste avant. On parlait de votre podcast, on parlait de la maison écologique, mais c'est, je pense qu'on n'a pas besoin. On a eu toute une société qui aimait bien cette expertise, c'est moi je sais et toi tu apprends, et on est en train de changer ça par des actions, par des outils qui sont mis en place comme on l'a fait toutes les trois, et c'est important de dire que chacun est légitime de s'intéresser à ces sujets et de multiplier les portes d'entrée pour que
chacune puisse trouver sa porte d'entrée et se sentir ok en train de se dire j'y connais rien, j'ai même pas mon logement à moi, je suis en location, mais j'ai envie de m'intéresser à ces sujets. Comme on l'a dit, c'est 80% de notre temps à l'intérieur, donc il est temps que tout le monde s'intéresse à ces sujets-là et se dire qu'est-ce que je peux améliorer dans mon habitat. Et c'est pas des choses compliquées, c'est pas forcément tout raser et tout recommencer depuis le début. Il y a des petites choses à mettre en place qui permettent d'avoir un habitat plus harmonieux. Complètement. Voilà. Et je souligne juste ce que tu dis, même avec le télétravail, avec tout ce qui s'est passé, on a passé tellement plus de temps dans nos intérieurs, on les a réapprivoisés aussi. Donc d'où l'intérêt de se poser ces questions de confort, de bien-être et tout ce qui va avec. Donc merci pour ça. Je noterai quand même le livre de Mona Chollet. Effectivement, on nous l'a déjà évoqué, mais c'est une pépite, donc on le met. Exactement. Marine, on touche à la fin. On a fait un bel épisode, je pense, carrément même. C'était hyper original et personnellement, j'ai passé un très bon moment, donc je te remercie vraiment pour ça. Je me permets juste de souligner, du coup, donc on peut te retrouver donc sur Instagram. Tu as également un site internet. Tu es sur LinkedIn. Est-ce que tu as d'autres endroits que j'ai oubliés pour te retrouver? Non, on pourra mettre effectivement mon adresse mail si jamais des personnes ont un projet ou veulent être accompagnées, conseillées avec plaisir. Mais c'est déjà pas mal, c'est ça. Tu as tout dit. Je mettrai tous les liens évidemment en description. Merci pour ce moment à toutes les deux. J'étais très contente aussi d'avoir ma compère avec moi sur ce jeu, donc merci. Je vous souhaite une très belle journée et à tous nos auditeurs, à bientôt dans Aubercaille. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez, viens, construisons Aubercaille ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton Bercaille.